Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Sardet, le président de l'ATFIG, qui est l'association organisatrice du Festival international de géographie. Un mot très rapide, parce qu'il y a beaucoup d'interventions ce matin, et l'important c'est les conférences et le fond pour vous souhaiter la bienvenue à cette 35e édition. On est très fiers évidemment que ce soit enfin bouclé, terminé, que tout le monde soit dans les starting blocks pour les conférences. Vous avez le programme, vous avez vu que comme chaque année, il y a des rencontres PNF tout au long du week-end, mais qu'évidemment l'ensemble des conférences et tables rondes vous sont ouverts et accessibles. Je voulais aussi vous dire un mot d'un livre qui nous tient particulièrement à cœur, puisque en partenariat avec les éditions, avec CNRS Éditions, pour la deuxième année consécutive, nous réalisons un petit livre du festival, piloté par la direction scientifique du thème Terre, Adrien Baïslenet et Florence Nussbaum, ici présents, qu'on a voulu comme un livre à la fois de vulgarisation qui puisse être utilisé pour des études de cas par les enseignantes et les enseignants et potentiellement aussi accessible pour les élèves ou les étudiants de premier cycle qui commencent à découvrir l'écriture scientifique et qu'elles puissent découvrir la géographie par ce biais-là. Donc vous le trouverez évidemment au Salon du Livre. N'hésitez pas à le feuilleter et peut-être à l'acheter. Ça fait partie des nombreuses recommandations de livres de géographie de l'année, mais c'est la spécialité de Laurent Carouet. Donc je lui laisse le soin de faire le reste de la pile dans quelques minutes. Et puis par ailleurs, je vous laisse à tous les 5 la parole dès maintenant. Donc bon festival et puis au plaisir de vous retrouver dans les allées et dans les rues de Saint-Dié. Bonne journée, bon week-end. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Adrien Baïslenet, chargé de recherche CNRS à Grenoble, et avec Florence Nussbaum, qui est maîtresse de conférence à Lyon 3, nous nous sommes occupés de la programmation scientifique cette année. On va essayer de revenir assez rapidement, en 3 temps, sur les raisons de cette programmation, ce qu'on a essayé d'y mettre, et les grands thèmes que vous pouvez retrouver tout au long du week-end. Pour commencer, peut-être revenir sur le fait que ce terme de terre, qui est le terme de la thématique de cette année, c'est un terme de la vie courante. Quand vos enfants ont de la terre sous les ongles, vous leur demandez pas d'enlever ce foncier qui est sous leurs ongles ou d'enlever ces sols qui sont sous leurs ongles. Derrière ce terme de terre, il y a 2 notions scientifiques qui sont en tension et dont la tension est intéressante à explorer, et que pas mal de conférences et d'événements du week-end explorent. C'est la notion de sol et la notion de foncier. Le foncier d'un côté, c'est une formalisation de l'appropriation sociale de l'espace géographique qui est régi par un système juridique, et ce système il a vocation à définir à une échelle particulière, l'échelle parcellaire, des droits d'usage, des droits de gestion, des droits de propriété. C'est dans le langage courant, on utilise le terme de terrain par exemple, et à l'inverse, la notion de sol qu'on renvoie à quelque chose qui renvoie beaucoup plus à la géographie physique, c'est la succession organisée de couches d'un mélange de matériaux minéraux, organiques, d'eau et d'air, qu'on appelle les horizons, et qui peut être considéré à l'échelle de la planète Terre comme une couverture pédologique, un réservoir de puits de carbone maintenant, ou à l'échelle vraiment très locale, comme étant un ensemble de sols tous différents les uns des autres, s'ils sont argileux, sableux, etc. Donc ces 3 termes, terre, sol, foncier, leur tension, structurent pas mal de questions du programme du week-end. Ce qui nous a semblé intéressant, c'est le 2e point qu'on voulait souligner ce matin, c'est que dans le contexte que vous connaissez bien d'urbanisation, de changements environnementaux globaux, de mondialisation, la question de comment gérer sobrement ces sols, gérer sobrement ce foncier est de plus en plus à l'heure du jour. Alors il nous semble qu'il y a 3 enjeux qui sont liés. C'est un enjeu d'abord quantitatif, conserver des stocks de terre suffisants. Un enjeu qualitatif, faire en sorte que les sols soient en bonne santé. Et un enjeu social, à partir du moment où on fixe des objectifs quantitatifs et qualitatifs, réfléchir à la manière dont de la régulation notamment peut permettre de répartir les usages et répartir la ressource entre usagers. Alors cette notion quantitative, conserver des stocks de terre suffisants, on peut l'aborder de plein de manières différentes. À l'échelle globale, on a de la disparition de sols par l'érosion, par la désertification, on a de la disparition de foncier par la submersion marine. À une échelle peut-être un peu plus locale, tout ce qui est changement d'occupation des sols, les flux d'occupation des sols,
questionne cette question des stocks de terre pour certains usages. Alors, c'est la question de l'urbanisation, de la déprise agricole, de la débitumisation, la question de la déforestation, avec toutes les conséquences paysagères, évidemment, qu'elle porte. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces changements d'occupation des sols n'intéressent pas d'un pays à l'autre autant les sociétés. Il y a différentes mises à l'agenda politique. En France, ça ne vous a pas échappé, c'est la question de l'artificialisation qui est mise en avant avec le ZAN. La question de la restauration des sols aussi prend de plus en plus d'actualité, avec notamment tout ce qui est la recherche sur la création de sols, de technosols. Cet enjeu quantitatif, il est évidemment en lien avec un deuxième enjeu qui est un enjeu qualitatif. Certes, c'est intéressant d'avoir des surfaces qu'on peut affecter à certains usages, mais il est important que, en dessous du foncier, les sols soient polyvalents, multifonctionnels et adaptés aux différents usages qu'on peut leur affecter. On passe depuis quelques décennies d'une appréhension assez monofonctionnelle des sols, centrée autour de la fertilité agricole, et d'un référentiel vraiment physico-chimique, à une attention pour la qualité biologique des sols, les sols vivants, et le fait que, en fait, on s'intéresse à la manière dont les sols remplissent les fonctions qu'on peut attendre d'eux. Donc, en fait, c'est une attention pour la santé des sols qui croît de plus en plus. Et la mise à l'agenda politique de cette question de la santé des sols est très présente à l'échelle de l'Union européenne, avec un projet de directive européenne actuellement sur le suivi et la résilience des sols, qui pourrait amener à créer, c'est ce qui nous intéresse en tant que géographe, une nouvelle maille territoriale de gouvernance de la qualité des sols, à l'image de ce qui se fait pour l'eau avec les bassins versants. Un enjeu quantitatif, un enjeu qualitatif qui implique nécessairement un enjeu social, et je laisse la parole à Florence Nussbaum pour la suite. Merci. Donc effectivement, un troisième enjeu qui est d'ordre social, qui serait d'assurer une juste ou équitable répartition entre les différents usages et les différents usagers de ces terres. C'est la question de l'accès à la terre, plus largement, qui va poser à la fois la question de la régulation des marchés fonciers. Les terres sont marchandisées, sont des biens marchands qui ont une valeur, qui vont être échangés. Et au vu des services que rendent ces terres, se pose la question de cette régulation des marchés. Comment répartir les terres entre exploitants agricoles dans un contexte de concentration foncière, par exemple. Comment permettre l'accès à la terre des petits exploitants comme des grands. On pense à la ferme des 1000 vaches, par exemple, qui a été très médiatisée. Dans cette question sociale, il y a aussi celle de repenser la propriété, puisque le modèle de la propriété privée occidentale a été diffusé notamment dans des contextes coloniaux. Aujourd'hui se développent des initiatives de mise en commun, des innovations juridiques pour permettre un autre accès à la terre, d'autres formes de propriété, qui s'inspirent d'ailleurs parfois de choses qui existaient depuis longtemps. Par exemple, dans les Suds, les communs fonciers au Mexique, les ejidos, sont bien plus anciens. Donc tous ces aspects, vous allez les retrouver dans la programmation du FIG cette année, à la fois la dimension quantitative, l'érosion des sols, la dimension qualitative et la dimension sociale. Et puis d'autres grands thèmes sont traités par le festival qui bâtissent des ponts entre la géographie et d'autres disciplines. On parlera de construction en terre crue, donc des ponts avec l'architecture, des ponts aussi avec l'urbanisme, comment construire les villes grâce à des remblais ou des déblais, donc comment produire des sols sans terre, en quelque sorte. La question aussi des friches et de leurs usages. Autre discipline avec laquelle on va faire des ponts, le droit, évidemment, avec la question de la dissociation de propriété qui permet de vendre la terre, mais pas les logements qui l'occupent ou l'inverse, pour permettre de diminuer les prix du foncier. L'archéologie aussi, puisque les sols sont des témoins du passé, des sociétés passées, à travers leurs aménagements et les artefacts qu'on peut y retrouver. La sociologie, l'anthropologie sur la question de l'appropriation des terres, du rapport intime à la terre, par exemple, des femmes agricultrices, ou l'image de la Pachamama, de la terre-mère, donc ce lien culturel à la terre. Ou encore l'agronomie, puisqu'on va parler des ressources qui sont portées par la terre, notamment l'eau, les aménagements hydrauliques traditionnels, les méga-bassines plus récentes,
ou en agronomie toujours, la question des sols forestiers ou l'impact du changement climatique sur la qualité et la composition des sols. Et enfin, évidemment, nous n'oublions pas le bon vieux terroir de la géographie qui sera aussi représenté dans la programmation. Donc voilà, on espère avoir pu balayer autant que possible tous les sens de ce terme terre qui est très, très riche à notre sens. Et on vous laisse creuser la question. Bon figue à tous. On l'a compris, on est tous des lombrics en fait. À moi? Ah, très bien. Donc, merci Catherine de me donner la parole. Alors, on y a fait allusion, j'ai l'habitude de présenter un certain nombre d'ouvrages ou de publications. Elles sont nombreuses. La géographie au niveau éditorial est quand même très dynamique. Je voudrais signaler en particulier de Xavier Bernet, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il a fait un atlas des montagnes, hein, il est là aujourd'hui, hein, donc c'est la deuxième édition, c'est du Xavier, il est très bien. Il y a aussi un atlas des glaciers, hein, qui vient de paraître, qui est aussi assez extraordinaire, hein, que vous pourrez retrouver. On a bien sûr la revue Carto. Hein, je pense que l'équipe de Carto sera présente aujourd'hui ou demain au festival, hein, avec Guillaume Fourmont. Je pense que c'est très bien. C'est un très bel outil. 40 000 exemplaires dans toutes les librairies de France. Ça permet d'avoir une visibilité tout à fait intéressante. Il y a aussi la doc photo. Là, le dernier, c'est l'épaule, hein, avec Camille Escudé, hein, aussi, qui est très intéressant et qui reflète aussi l'évolution des programmes, hein, aux éditions CNRS. Et enfin, on a fait un ouvrage commun. Là, c'est Michel Bussy, hein, qui l'a piloté, qui le signe, avec Martine et puis Drose et puis Fabrice Ardounès. C'est Nos lieux communs. On le présentera au chapiteau à 13h30 cet après-midi. C'est sympa. Enfin, on est un certain nombre d'auteurs à y avoir participé. On vous invite à le consulter ou à l'utiliser. Ce que je voudrais dire en synthèse, c'est que ces publications reflètent quand même au niveau intellectuel les mutations de la géographie scolaire et universitaire de ces 20 ou 30 dernières années. Hein, on voit bien, à la fois c'est des éléments de pilotage avec la doc photo, ça nous a permis à l'inspection générale pendant des années de pouvoir offrir aux enseignants des ressources universitaires de qualité. Hein, et on le voit aussi avec Carto et puis les atlas autrement. C'est une des révolutions qu'on a mis en œuvre. Hein, je pense aussi à la présence de Michel Agnerel, à Catherine. C'est ce qu'on pourrait appeler la révolution de la carte. Hein, pensez au début des années 80-90, hein, la situation de la carte et de la cartographie française était quand même assez différente. Hein, et en 30 ans, on a eu un cycle là de développement. Et quand on va aujourd'hui dans les émissions de télévision, dans les médias ou dans la presse, la carte occupe aujourd'hui une place importante. Je pense au dernier programme Michel Agnerel-Wirth, c'était la carte pour penser et représenter le monde. Hein, il est dommage qu'elle n'ait pas été aussi bien intégrée au nouveau programme de lycée, mais je pense que pour les collègues d'AGGSP qui en ont l'expérience, le travail sur la carte est un outil tout à fait essentiel. Ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. La deuxième mutation, ça a été par exemple la géopolitique. Hein, on a eu là aussi un cycle, à tel point d'ailleurs qu'il y a aujourd'hui une production massive, hein, en géopolitique, et que certains oublient le géo. Hein, et ça devient plutôt un discours général de sciences politiques. Donc il est important aussi au niveau intellectuel, on ne parlerait pas de la personne, hein, qui t'a téléphoné il n'y a pas très longtemps, Monsieur Boniface, hein, donc, non, je l'ai bien connu à Paris 8, hein, c'est pour ça que j'en parle, il est sympathique si vous voulez, mais il est temps de réhabiliter le géopolitique quand même. Hein, Et puis la troisième révolution, c'est celle qui a lieu devant vous là, c'est la révolution par exemple des images satellites. Hein, souvenez-vous, pour les plus anciens, dans les années 80-90 aussi, dans la GU, etc., on avait l'introduction de photos
en couleur rouge, plus ou moins teintée, qui commençait à apparaître. Après, ça a beaucoup régressé. On a aujourd'hui des images qui peuvent aller à 3 mètres au sol, en détail. Et je pense que là aussi, c'est des outils intellectuels et scientifiques qui, dans les 10-15 ans, vont occuper une place importante. Donc je crois que au-delà de la production éditoriale, celle-ci représente, on a du mal souvent au niveau épistémologique à la penser, mais on a des cycles comme ça d'innovation qui sont venus pour beaucoup de l'éducation nationale, et qui, en complément ou en articulation avec la recherche universitaire, ont profondément modifié notre panorama intellectuel. Ce qui n'est pas le cas en histoire, par exemple. Donc je crois qu'il faut s'en féliciter, et ça me permet comme ça de passer la parole à Catherine. Bien, merci Laurent, merci. Alors, vous dire que nous sommes ravis de voir quand même que la salle est pleine, malgré les contraintes qui pèsent sur la formation continue, malgré les interrogations. Nous sommes ravis de voir que les inspecteurs, les professeurs sont présents au FIG, à nos rendez-vous si essentiels, rendez-vous de la géographie et rendez-vous de l'histoire la semaine prochaine. On se demande, finalement, il va falloir continuer à trouver les moyens d'être présents dans ces grands rendez-vous qui deviennent les lieux, alors ce n'est pas les seuls, mais c'est quand même les lieux centraux de la formation, mais dans une dimension vraiment à la fois très scientifique, avec beaucoup de recul. On prend l'enseignement qu'on donne un peu par le haut, les questions qu'on aborde, et c'est de dire tout le travail qu'on fait avec la DGESCO. Merci encore à elle d'avoir permis que les gens se déplacent, d'avoir donné les enveloppes aux académies pour que le maximum de professeurs se déplacent au FIG, malgré les contraintes qui pèsent sur les remplacements obligatoires et l'absence devant élèves prohibés. Et c'est bien normal, il faut quand même trouver les manières de s'organiser aujourd'hui. Donc Laurent évoquait les grands cycles. Je crois qu'on est là aussi sur des... J'ai oublié aussi de citer Géoconfluence. Eh ben oui. Je pense à Bruno Mélina, à Michel Agnorel, qui avaient été les précurseurs pour la création des sites des GESCO à l'ENS, ce que les collègues d'histoire avaient refusé à l'époque. Je vois Jean-Benoît Bourron dans la salle. Je crois qu'on peut le remercier pour le travail réalisé. Et on a là des choses... Bravo. Alors... Justement, tout cela, nous, à notre niveau, nous essayons de donner la cohérence, c'est-à-dire on lit le FIG avec Géoconfluence, avec nos outils, avec GeoImage, donc il faut trouver de nouvelles manières d'investir les lieux de formation et de poursuivre cette démarche de formation continue si importante pour la géographie et pour nous. Alors, avant de rentrer dans la substance du FIG, moi je voudrais... dire que Laurent Carouet, c'est son dernier FIG en tant qu'inspecteur général et à mes côtés. Et après, il va avoir beaucoup de liberté intellectuelle, de parole. Enfin, bon, il en a déjà, mais voilà. Et je voudrais quand même qu'on salue ensemble le travail de Laurent, d'abord comme professeur, comme maître de conférence, puis professeur d'université. Il a été pendant 6 ans le directeur scientifique du FIG, aux côtés de Gérard Dorel. Il a travaillé sur 6 thèmes, 6 pays invités. Il a apporté énormément sur le plan du rayonnement de la géographie à travers le FIG. Et puis ensuite, avec la bascule vers l'inspection générale, il y a quelques années, il est l'exemple de l'enrichissement que peut représenter un universitaire qui passe du côté de l'enseignement et qui va se préoccuper de la géographie enseignée, de la petite section de maternelle jusqu'à l'université. Et là, il a apporté beaucoup dans la continuité du FIG, mais sur un autre regard, avec une autre action. On a beaucoup travaillé ensemble, aussi à l'enseignement de la géographie, et tout ce que tu as apporté en matière de programmes, quand même la mondialisation dans les programmes. Tu as fait énormément dans cette continuité, élaboration des savoirs savants et transfert dans l'enseignement. Ce que tu as fait auprès de la formation des professeurs à travers toutes tes interventions, à travers la réflexion aussi sur les grands outils. Bon, tu as évoqué Géoconfluence, mais tu as quand même été à l'origine de Géoconfluence
ce pilotage. Et puis aujourd'hui, GeoImage, dont on voit le rayonnement, et il faut poursuivre hein, la diffusion de la connaissance de cet outil. C'est une mine pour faire de la géographie incarnée hein, dans des lieux, dans des espaces dont on donne à la fois la substance et la compréhension. Donc vraiment, Laurent, on te retrouvera, hein, bien sûr, les années qui viennent. Mais voilà, pour nous, inspecteurs généraux, notre binôme, c'est le dernier. On va en profiter cette année. Et voilà, je voulais que tout le monde te rende hommage ce matin. Oui, je vous remercie. J'ai commencé ma carrière comme instituteur en maternelle à Saint-Ouen, en banlieue parisienne. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des gens de qualité. Il y a Catherine, il y a Michel, il y avait Bruno Mélina, enfin, il y a des IAIPR. Et j'ai toujours conçu comme un travail collectif. Hein, j'ai des collègues universitaires ou même des collègues à l'IG qui ne peuvent vivre qu'en écrasant les autres ou en les piétinant. J'ai essayé de ne pas trop piétiner les gens et de travailler avec eux. Voilà, je vous remercie. Alors, on va ouvrir cette matinée par tout d'abord la présentation de nos parcours. Ces parcours, il faut les lire fléchés dans le programme du festival, comme à la fois, comme d'habitude, on veut tenir une dimension scientifique, c'est la raison de cette matinée. Et puis, alors avec Xavier Bernier sur les Alpes, et puis la table ronde du trio de chercheuses, d'enseignantes-chercheuses en deuxième partie de matinée sur l'Amérique latine. Ça, c'est la dimension scientifique. Et puis, on se soucie de la géographie qui se fait dans les classes. Et c'est ce qui structure cette année nos parcours. Alors, c'est la géographie enseignée. C'est la géographie enseignée de l'école au supérieur par les professeurs dans tous les cycles et dans tous les lieux, sans rien omettre du lycée professionnel, du collège et du primaire. Alors, c'est la raison pour laquelle on a une entrée très structurée sur la pratique et la géographie enseignée. Premier degré, un dispositif recherche-enseignement, lien chercheur et inspecteur et professeur du premier degré, autour de la notion d'habiter. Une focale qui est portée sur le lycée professionnel cette année. La géographie qui s'y fait, c'est l'instant LP qui sera présenté par des inspecteurs de lycée professionnel dans une conférence atelier. Et puis, la géographie dans la formation de l'élève jusqu'à son insertion dans la vie professionnelle à travers une réflexion sur la formation au métier de la montagne et la géographie pour la formation au métier de la montagne. Les CPGE aussi, avec la présentation de géoprojets en prépa littéraire vers les débouchés de la géographie. Alors, ensuite, on n'oublie pas non plus des rendez-vous annuels, et notamment le développement durable, l'éducation au développement durable à 20 ans, et Michel Agnerel et d'autres avec lui vont faire le point sur la géographie dans le développement durable, dans une mise en perspective de ces 20 ans et du rendez-vous actuel. Bien évidemment, les classes, on les trouve aussi dans tous les parcours du lab numérique qui offriront des entrées sur des mises en place en classe de la Terre d'une part et des Alpes. Et puis, on va jusqu'aux élèves. Et là, je voudrais vraiment remercier le travail des inspecteurs de l'Académie de Nancy-Metz, soutenu par son recteur jusqu'à il y a 15 jours, qui est géographe, Richard Lagagné.
avant qu'il ne rejoigne Matignon pour présider au devenir de l'éducation, et il y veillera bien, puisqu'on a un géographe quand même qui est auprès du Premier ministre. Alors, la géographie des élèves, c'est tout le travail de l'Académie de Nancy-Metz, avec ce matin la présentation de leur court-métrage, et cet après-midi la COP des élèves qui prolonge le rendez-vous qui avait été celui de l'année dernière, où ils proposeront des propositions auprès de personnalités et notamment d'élus du territoire régional. Voilà pour les parcours. Évidemment, c'est une partie du magnifique programme du FIG, et auquel, comme d'habitude, on va être tiraillé entre l'envie d'aller à telle conférence, à tel atelier, à tel rendez-vous.